On the ball and he's found a cross and here's Mario Götze. What a goal! What a goal! C'est comme ça qu'on se souvient de la Coupe du Monde 2014. Götze se bute, 113e minute, finale de la Coupe du Monde. L'Allemagne a battu l'Argentine. C'est l'image qui nous est restée en tête. Le moment, l'apogée. Mais ce but n'est en réalité que la conclusion d'une histoire. La véritable histoire, ce sont les 112 minutes qui l'ont précédée. J'ai revu cette finale à nouveau, du début à la fin. Pas seulement les meilleurs moments, mais l'intégralité de la rencontre. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. L'Allemagne n'a pas concédé la défaite face à l'Argentine. Face à Messi, face à l'une des meilleures équipes offensives de tout le tournoi pendant 113 longues minutes. Elles ne se sont pas désintégrées, elles n'ont pas paniqué. Ils étaient calmes, contrôlés. Et cela m'a mené à une question. Pourquoi? Que faisait exactement l'Allemagne? Qui la contrôlait? Si vous demandez aux gens qui étaient le meneur de jeu de l'Allemagne en 2014, vous entendez généralement les mêmes noms. Kroos, Schweinsteiger, Özil. Tous des milieux de terrain, tous des distributeurs. Mais plus je regarde ce tournoi, plus une autre évidence s'est imposée à moi. Le joueur qui contrôlait vraiment l'Allemagne était un arrière droit, Philipp Lahm, mesurant 1m70. Pas un grand buteur, pas un roi de la passe décisive, pas un nom pour les plus gros titres. Mais et si je vous disais qu'il était le joueur le plus important de l'Allemagne à cette Coupe du Monde? Ce n'est ni Müller, ni Kroos, ni Neuer, non, c'est Philipp Lahm. Je sais ce que ça peut paraître, comme une opinion très osée, comme un simple appât à clic. Le latéral droit était en fait le meilleur, c'est certain, mais on a tendance à raconter l'histoire de la Coupe du Monde 2014 d'une manière erronée. On raconte l'histoire du but de Götze, du 7-1 contre le Brésil, des arrêts spectaculaires de Neuer, mais on ne raconte presque jamais l'histoire du joueur qui a veillé à ce que l'Allemagne ne perde jamais son équilibre tout au long de ces 7 matchs. Alors, je voulais vraiment comprendre cela. Pas avec des émotions, pas avec des discours tout faits, mais avec des données, avec des chiffres concrets. Un arrière droit peut-il réellement être le joueur le plus crucial d'une équipe championne du monde? Et si oui, pourquoi presque personne n'en parle? Pourquoi ne nous souvenons-nous que du but? Et jamais les 112 minutes qui ont rendu cette chose possible dès le tout début? Pour bien comprendre ce qui s'est passé en 2014, il nous faut remonter un peu le temps, d'une année. Pep Guardiola fait son arrivée à Munich et il y fait quelque chose d'absolument fou. Il prend le meilleur arrière droit de la planète, Philipp Lahm, et le repositionne au milieu de terrain. Guardiola déclare « C'est le joueur le plus intelligent que j'ai eu l'occasion d'entraîner. Il veut le cerveau de Lahm au cœur du jeu, dans la salle des machines. » Jogi Löw voit cela et il se dit « Je veux ça aussi ». L'Allemagne débute la Coupe du Monde avec Lahm en position de numéro 6 et regardez bien les statistiques face aux États-Unis. C'est absolument parfait, c'est d'une symétrie incroyable. 33% à gauche, 32% au centre, 35% à droite. Lahm distribue le ballon avec une précision d'horloger, mais il y a un problème majeur. Quand l'attaque adverse arrive, ça brûle en défense. On se souvient tous du match contre l'Algérie. L'Allemagne était en grande difficulté, les postes d'arrière latéral étaient le point faible, l'Allemagne a eu besoin de 120 minutes et Neuer a dû jouer en gardien libéraux juste pour survivre. Toute la nation débat. Lahm doit retourner à droite pour la stabilité. Et lors du quart de finale contre la France, ça arrive. Löw tire le frein d'urgence. Lahm retrouve son ancien poste. Mais, et les données le montrent clairement maintenant, il joue ce poste d'une manière totalement nouvelle. Regardez la différence. Contre les USA, équilibre. Contre la France, soudainement, 46% de toutes les attaques étaient sur le côté droit. C'est presque la moitié du jeu de l'Allemagne. Pourquoi est-ce si extrême? Car Lahm a simplement emporté son rôle central avec lui. Il ne joue pas comme un arrière latéral classique qui sprinte le long de la ligne et centre, il joue plutôt comme un meneur de jeu sur l'aile, il surcharge le côté droit du terrain, il attire les adversaires vers lui, il fait des passes courtes vers le centre et contrôle le tempo du match. On le revoit d'ailleurs en demi-finale contre le Brésil. 45% à droite, 24% à gauche. Ce n'est plus de la symétrie, c'est une stratégie délibérée. En déplaçant Lahm à droite, Löw fait de ce côté la zone la plus prépondérante du tournoi. Il prend l'intelligence centrale de Guardiola et la déplace sur le flanc où l'adversaire peut appliquer moins de pression. L'Allemagne n'est pas devenue plus dangereuse parce que Lahm s'est soudainement mis à centrer. L'Allemagne est devenue plus dangereuse parce que le chef d'orchestre s'est soudainement placé là où personne ne pouvait vraiment l'atteindre. Saint-Saëns, quand on revoit ces matchs aujourd'hui, sans le bruit, sans le commentateur, sans l'hystérie, on ressent cette étrange pulsation. Chaque fois que le ballon arrive à Philipp Lahm, rien de spectaculaire ne se produit. Le jeu se calme, il s'organise. C'est presque mécanique. Mais je voulais savoir, est-ce juste une sensation? Ma mémoire du contrôle me trompe-t-elle? Ou est-ce la réalité? Alors, j'ai visualisé les données de cette impulsion. J'ai pris chaque joueur du tournoi, chaque attaquant, chaque gardien de but, chaque défenseur, et je les ai tous mis
mis dans un seul diagramme. Sur l'axe horizontal, l'axe des X, nous avons le temps en minutes. Qui est resté sur le terrain combien de temps? Plus on va vers la droite, plus le temps de jeu est important. Et sur l'axe vertical, le volume de passes. Quand on insère les données, on voit la moyenne ici en bas à gauche. C'est le bruit. Des centaines de joueurs qui font leur travail. Parfois plus, parfois moins. Mais quand on regarde en haut à droite, là où le temps extrême rencontre l'influence extrême, l'air se raréfie. Là-haut, on observe une anomalie. 2 points complètement séparés du reste de l'ensemble, seul tout en haut. Un nom qui s'impose, c'est Tony Kroos. Cela ne surprend personne. C'est le chef d'orchestre, le cerveau. Il doit être au plus haut niveau. Mais le joueur juste à côté de lui, presque au même niveau, c'est Philippe Lahm. Mais les passes sont parfois délicates, elles peuvent être sûres, elles peuvent simplement consister à déplacer le ballon latéralement. J'ai donc mené le test le plus rigoureux que ces données permettent. J'ai modifié l'axe vertical, délaissant les passes pour me concentrer sur les courses. Ce sont les moments où un joueur s'empare du ballon et le propulse physiquement à travers l'espace. Dribble, gain territorial, prise de risque. Habituellement, seuls les milieux de terrain offensifs ou les attaquants réalisent ce genre d'action. Les défenseurs, eux, voient généralement leurs chiffres s'effondrer dans cette statistique. Il se tient là où seul Tony Kroos devrait être, seul dans la stratosphère. Peu importe la métrique que vous choisissez, Lahm domine ce diagramme. Un défenseur qui dicte le jeu. Plus je regardais ces chiffres impressionnants, ces totaux énormes, 567 passes, le plus grand nombre de courses effectuées, plus le doute s'insinuait en moi. Peut-être que je me berce d'illusions. Il faut être honnête, Philippe Lahm a été sur le terrain pendant 712 minutes. C'est plus que presque tous les autres joueurs de ce tournoi. L'Allemagne a disputé des prolongations et a atteint la finale. La première pensée sceptique fut la suivante. Bien sûr qu'il a le plus de touches, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est une simple question de mathématiques. Celui qui joue plus longtemps accumule plus de points. Alors, me suis-je laissé aveugler par le pur volume? N'est-il pas dominant, juste présent? Je devais retirer le temps de l'équation. Je devais séparer la durée de l'influence. Alors, je suis retourné aux données brutes, loin du total, vers le par 96 minutes. En bas, ce sont les minutes qui restent. À gauche, ceux qui n'ont fait qu'une brève apparition. À droite, l'homme de fer qui est allé jusqu'à la finale. Le plus haut, c'est la moyenne maintenant. Plus la quantité, mais l'intensité. C'est facile d'être brillant pendant 90 minutes. N'importe qui peut faire un bon match une fois, mais maintenir cette moyenne sur 700 minutes quand les jambes deviennent lourdes et que la pression monte, c'est le véritable art. Si mes doutes étaient fondés, si Lahm n'était qu'un intérimaire, alors il devrait tomber maintenant dans la moyenne grise. Il ne le fait pas. 71,7 passes par 90 minutes, légèrement au-dessus du niveau de Tony Kroos, qui en compte 71,5. C'est là que j'ai cessé de douter du volume. Il ne se contentait pas de passes parce qu'il jouait en profondeur. Il maintenait la cadence d'un meneur de jeu sur la distance d'un marathonien. D'accord, le volume est réel, mais les passes ne sont que le début. Les passes peuvent être sûres, les passes peuvent être de l'administration, alors je devais savoir, fait-il réellement avancer le jeu? C'est pourquoi le prochain test, les progressions par 90. Des moments où il garde le ballon au pied et gagne du terrain. Normalement, les défenseurs reculent ici parce qu'ils veulent se débarrasser du ballon rapidement. Pas Lahm. 41 Cannes 96 courses par match. Il reste au sommet juste entre Kroos et Gago. Ce fut la première vraie fissure dans mon scepticisme. Il ne gère pas, il mène. Mais où mène-t-il ? Court-il juste en rond? Reste-t-il dans sa propre moitié où c'est sûr? Un vrai meneur de jeu doit faire mal. Il doit entrer dans la zone rouge. Donc le prochain test, les courses dans le dernier tiers par 90 minutes. Là, j'ai vraiment cru qu'il allait disparaître. Un latéral droit n'a pas sa place si loin devant. J'ai dû revérifier les données. Le numéro 1 avec 10,24 incursions dans le dernier tiers par match, c'est Philippe Lahm. Pas Özil, pas Di Maria, pas même Messi. Le joueur qui est réellement responsable de la défense porte le ballon dans la zone de danger plus souvent que n'importe quelle superstar offensive de ce tournoi. J'ai donc examiné les demi-espaces, la zone entre l'aile et le centre, tactiquement l'espace le plus important du football moderne. Kroos est numéro 1 bien sûr, mais Lahm est en 3e position 6,8 fois par match. Il ne joue pas comme un arrière latéral cantonné à la ligne, il joue plutôt comme un meneur de jeu inversé qui se projette constamment vers le centre. Si quelqu'un joue avec une telle agressivité, il y a forcément un prix à payer. Plus de risques, c'est souvent plus de ballons perdus. Le prochain test, le taux de ballons perdus. Et là encore, ça ne suit pas la logique simple. Malgré toute cette agressivité, Lahm ne perd presque jamais le ballon, 8,7%. Plus de 91% de sécurité de possession. Cette combinaison ne devrait pas vraiment exister. Et il ne restait plus que l'ultime test de stress. Que se passe-t-il quand l'adversaire le traque, quand il est sous pression? Les actions qui brisent le pressing par 86 minutes, celles qui déjouent la pression. Tony Kroos est numéro 1.
Juste derrière lui se trouve Philippe Lahm avec 43,8 par 90 minutes. À ce moment-là, il est devenu évident que mes doutes étaient infondés. Ces tests dressent un tableau complètement différent de ce que nous avons vu à la télévision. Il a le volume, il a la détermination, il a l'agressivité et il a une résistance incroyable sous la pression. Et avec cela, l'argument des minutes s'effondre complètement. Lahm n'avait pas des chiffres aussi élevés parce qu'il a joué longtemps. On lui a permis de jouer aussi longtemps parce que ses chiffres étaient si élevés. Maintenir une moyenne aussi élevée dans toutes ces catégories simultanément et sur 712 minutes est statistiquement presque impossible. Mais il l'a fait. Une dernière question demeure. Si ces chiffres sont à ce point extrême, si, statistiquement parlant, il était l'un des joueurs les plus dominants sur le terrain, pourquoi nous semble-t-il étrange de le qualifier de meneur de jeu? La réponse réside dans la manière dont nous percevons le football. Nos yeux sont automatiquement attirés par le risque, par le spectacle. Nous nous souvenons de la longue passe de Kroos ou de la passe décisive géniale d'Özil. Ce sont les moments que nous retenons comme créativité. Mais son rôle était autre et bien plus dur à reconnaître. Il faisait rarement la passe décisive. La plupart du temps, il était l'avant-dernier ou le troisième contact. Le joueur qui reçoit le ballon sous pression fixe les adversaires, puis le libère proprement pour que les autres puissent briller. Les données révèlent une division du travail qui était à peine visible à l'époque. Kroos dirigeait les actions finales, mais la stabilité en amont émanait d'ailleurs. Sans des solutions permanentes face à la pression adverse, le ballon n'atteint jamais les créateurs de jeu. Si les courses dans les demi-espaces manquent, les adversaires restent regroupés. Sa domination fut souvent négligée car elle ne ressemblait pas à une action spectaculaire. Cela ressemblait à une structure, à une préparation. On se souvient du but décisif, de l'instant qui entre dans l'histoire, mais un moment fort nécessite une scène. Et pour qu'une équipe ait encore une telle structure à la 113e minute pour exécuter une telle attaque, quelqu'un doit maintenir l'équilibre au préalable. Non pas par une seule action, mais par des centaines de petites décisions, par des premiers contacts sûrs, des changements de jeu intelligents et un calme inébranlable sous pression. C'est peut-être pourquoi nous l'avons presque mal catégorisé, non pas seulement comme un simple défenseur, mais comme le joueur fondamental qui a construit la base sur laquelle toute l'attaque pouvait fonctionner. Philippe Lahm est-il le meilleur arrière droit de tous les temps? Écrivez-moi votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Ciao et à la prochaine.